Troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gemma Taeb, Daoud Attal et Jean-Marie Bitomo. La compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc a lancé le premier vol de sa ligne régulière entre Casablanca et Doha, une liaison qui était assurée jusque-là par Qatar Airways. Cette nouvelle ligne pourrait permettre le développement des réseaux d'affaires. Idelette Mirabel-Bissou. Royal Air Maroc a lancé le 21 octobre 2015 le premier vol de sa ligne régulière entre Casablanca et Doha. La compagnie marocaine propose 3 vols par semaine. Ces vols seront opérés par le B787 Dreamliner d'une capacité de 274 sièges. L'objectif est de créer des opportunités d'affaires entre l'Afrique et l'Asie. Cette nouvelle ouverture de ligne entre Casablanca et Doha est le signe déjà de la volonté de la Royal Air Maroc de diversifier ses dessertes afin de transporter davantage de passagers et donc d'augmenter son chiffre d'affaires afin de peser justement sur le marché aérien qui est très concurrentiel en Afrique. Plus globalement, cette stratégie de desservir Doha est avant tout économique. Cela permettra aux investisseurs du Golfe dans un premier temps et du continent asiatique dans un deuxième temps de se rendre plus facilement au Maroc et de saisir les opportunités qu'offre le marché marocain. L'apport peut être considérable pour le Maroc déjà, qui peut ainsi capter davantage d'investissements en provenance d'Asie. L'Afrique manque cruellement de liaisons directes avec l'Asie et je pense que la RAM ouvre une nouvelle brèche. La compagnie aérienne marocaine dessert depuis son siège à Casablanca 33 destinations sur le continent. Plus de 1,3 million de passagers dans le monde empruntent chaque année les vols de Royal Air Maroc. La ligne Casablanca-Doha va servir de tremplin entre les investisseurs économiques d'Afrique et d'Asie. La RAM a fait de Casablanca un véritable hub en Afrique qui est très prisé par les autres compagnies internationales. Donc, par exemple, des compagnies asiatiques qui n'ont pas encore cette possibilité de se rendre directement dans les capitales subsahariennes, vont se rabattre immédiatement sur Casablanca, qui dispose d'un réseau dense. Royal Air Maroc a réussi en 2014 à redresser son chiffre d'affaires tout en améliorant le coefficient de remplissage de ses vols et en maîtrisant ses coûts unitaires. Ainsi, le trafic a progressé de 6% en 2014 et les recettes passagers ont connu une hausse de 1%. Daouda, est-ce que c'est une liaison à fort potentiel selon vous, Casablanca-Doha ? Oui, c'est une liaison à fort potentiel, effectivement. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas juste considérer la liaison Casablanca-Doha. Il faut aussi quand même considérer le fait que ces mêmes passagers qui quittent Doha peuvent être aussi acheminés vers d'autres capitales en Afrique. Donc ça c'est un élément important. Je pense que ça fait partie de la stratégie d'expansion, de conquête, en tout cas de nouveaux marchés de la Royal Air Maroc. Et à ce niveau-là, on sait très bien que le Proche-Orient, finalement, est aussi une zone, même toute l'Asie, assez dynamique et qui coopère de plus en plus avec l'Afrique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Africains qui s'envolent pour Doha aussi, pour faire des affaires. Donc, de ce que je connais en tous les cas. Donc, je pense que c'est un potentiel qu'il faut exploiter. Et puis, je pense que la RAM a bien étudié le projet avant d'y aller. C'est une ouverture vers les marchés du Moyen-Orient et de l'Asie pour la Royal Air Maroc? Peut-être, je n'en sais rien honnêtement. Ce que je sais, c'est que c'est sans doute bien pour le hub de Casablanca et que le hub de Casablanca se confirme de plus en plus comme étant celui qui est attractif pour des destinations nouvelles sans absolu. Hélas, cela ne règle pas les difficultés structurelles, réelles dans lesquelles la RAM se trouve aujourd'hui parce qu'elle est concurrencée sérieusement sur le continent africain par des compagnies qui sont plus fortes, qui offrent une valeur beaucoup plus importante à des prix à peu près comparables. Et puis, elle est menacée surtout par le low cost sur ces marchés traditionnels, les marchés européens. Et donc, les charges de structure de la RAM sont assez élevées. L'exploitation coûte très très cher comparée aux petites compagnies qui elles-mêmes situées sur le continent européen très souvent constituent une menace assez importante et une concurrence bien sérieuse. Que le hub de Casablanca se développe et que la RAM cherche des horizons nouveaux pour se confirmer comme étant le hub important entre le continent
continent africain et l'Europe par des destinations nouvelles, désormais sur le Moyen-Orient et le Golfe, ça a un sens. Et donc je pense que ces parties-là, pour autant, les difficultés de la rame sont encore réelles et elle n'est absolument pas sortie du rouge. Alors justement, Jean-Marie, la compagnie qatari envisage d'entrer dans le capital de Royal Air Maroc. Est-ce que ce serait une bonne chose pour la compagnie marocaine ? Ce serait une bonne chose pour la compagnie marocaine parce qu'on va changer, si vous voulez, de dépendance. La dépendance a toujours été, si vous voulez, par rapport aux compagnies occidentales. Nous le savons très bien que les stratégies qui sont mises en place de coopération économique, les pays du Golfe et l'Afrique sont des stratégies, si vous voulez, qui sont à des dimensions différentes. Donc, partant de là, Royal Air Maroc, ça fait depuis des années qu'ils essaient de mettre en place une stratégie qui leur permet de faire ce qu'Ethiopian Airlines faisait dans les années 70, à savoir pouvoir desservir la plupart des capitales au sud du Sahara. Donc à partir de là, la RAM a produit des efforts toutes ces dernières années de pouvoir créer des liaisons entre Casablanca et l'entièreté pratiquement des capitales africaines, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, ainsi de suite. Donc je trouve que cette projection vers l'extérieur là va ouvrir une nouvelle porte d'entrée par rapport aux nouveaux clients qui voudraient aller en Asie, aller voir, c'est-à-dire ce qui se passe en Asie et vice-versa, par rapport aux investisseurs asiatiques qui aimeraient bien venir en Afrique, de pouvoir trouver un hub qui est déjà relativement, de mon point de vue, relativement bien structuré par rapport aux différentes dessertes des capitales au sud du Sahara. Donc je pense que cette ouverture vers l'extérieur-là contribuera à booster, indépendamment des difficultés internes dont parlait tout à l'heure la Djemal. Il est très très intéressant d'avoir un opérateur qui vient rentrer dans le capital et qui a des côtes solides pour pouvoir continuer la stratégie de conquête dont parlait Daouda tout à l'heure. Merci. Dans l'actualité également, le gouvernement sud-africain a annoncé qu'il allait assouplir sa législation relative aux demandes de visa en vue de redynamiser l'industrie touristique. Des mesures vont être mises en place, notamment pour répondre aux difficultés posées dans les pays dont la superficie est importante, comme la Chine, l'Inde ou la Russie. Idelette Mirabel-Bissou. L'Afrique du Sud prévoit d'assouplir la législation relative à l'immigration pour redynamiser l'industrie touristique. En vigueur depuis l'été 2014, les règles qui imposaient aux visiteurs de faire une demande de visa en personne dans les consulats sud-africains de leur pays d'origine posent de gros problèmes pratiques. Le tourisme a été l'un des secteurs de revenus, des ressources et des revenus pour l'Afrique du Sud. Cependant, le gouvernement sud-africain a cru bon de revenir sur certaines dispositions de la loi sur l'entrée et la sortie en Afrique du Sud, selon l'esprit de la loi, dans le but de protéger un certain nombre de personnes, notamment pour éviter le trafic des êtres humains, en particulier des enfants. Et donc, ça a créé un engorgement du système d'octroi des visas. Les difficultés rencontrées par les touristes ont eu des répercussions sur l'économie. Des complications qui ont conduit à une baisse de 38% du nombre de touristes chinois au premier trimestre 2015 sur un an et de 13% pour les touristes indiens. Le gouvernement présente comme mesure préventive la mise en place dans les 3 prochains mois d'un système de capture des données biométriques dans les aéroports de Johannesburg, du Cap et de Durban. Le potentiel touristique sud-africain est important. Il est parmi les plus importants en Afrique en général et en particulier en Afrique australe, puisqu'il existe des infrastructures d'accueil. Il existe aussi des lieux de tourisme importants, tourisme des affaires, mais tourisme aussi traditionnel, avec ces immenses parcs. Ces nouvelles mesures prises par le gouvernement visent à assouplir la réglementation et à limiter l'impact négatif sur le tourisme et la croissance économique. En Afrique du Sud, le tourisme est l'un des secteurs qui contribue fortement au développement économique du pays. Le secteur a contribué jusqu'à 10% du produit intérieur brut en 2012, soit 4% de plus que le secteur minier. Jean-Marie, l'Afrique du Sud veut assouplir ses mesures concernant les visas, mais particulièrement pour des grands pays comme la Chine, l'Inde, la Russie. C'est une manière d'attirer ces pays qui sont pourvoyeurs de touristes? Non seulement sur le plan touristique, n'oubliez pas une chose, c'est que l'Afrique du Sud est rentrée maintenant dans la communauté de ce qu'on appelle les BRICS. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'Afrique du Sud met en place une stratégie qui lui permet de profiter
du fait que le pays s'assoit avec les dirigeants de ces pays-là pour pousser son avantage, si vous voulez, de positionnement sur la scène économique de ces différents pays-là. Donc, ces pays-là sont pratiquement, comment dirais-je, des pays membres pour l'émergence de la nouvelle économie mondiale. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que, bon, ce sont des pays qui essaient de mettre en place, si vous voulez, un organisme concurrençant, comment dirais-je, le FMI au niveau mondial. Donc, l'Afrique du Sud saisit cette occasion-là pour essayer d'attirer le maximum d'investisseurs qu'elle peut attirer sur son territoire de manière à rebooster son économie. Quand vous facilitez l'accès à votre pays à un certain nombre d'investisseurs, obligatoirement, ça facilite les choses. Tout simplement, pourquoi? Parce que le potentiel économique de l'Afrique du Sud, il est avéré. Donc, à partir de là, le fait de pouvoir assouplir la législation sur les visas va faciliter aussi, si vous voulez, l'entrée des futurs investisseurs qui ne seront pas tellement à prendre du temps, parce qu'un homme d'affaires, il n'aime pas perdre son temps. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? En obtenant éventuellement des visas sur place, comme ça se passe sur certains pays, c'est une attractivité de l'économie qui est exprimée là par ce prisme-là des visas. Gemma, l'Afrique du Sud a intérêt à séduire les touristes de ces 3 grands pays? C'est déjà un très grand pays touristique et que l'Afrique du Sud assouplisse ses mesures de visa, parce qu'un visa, c'est une charge supplémentaire pour le voyageur touriste, parce que ça a un coût, et puis c'est des formalités difficiles pour une autre catégorie de voyageurs à laquelle Bitomo faisait référence. Moi, je vais analyser ça sur un angle totalement différent. Voilà le pays phare après le Nigeria du continent africain, voilà le pays de Nelson Mandela. Tout le monde sait qu'entre Africains, la circulation est difficile. Non seulement il n'y a pas de liaison aérienne, mais souvent on a des visas entre nous. Et il est beaucoup plus facile pour un Américain de faire le tour du continent africain qu'un Africain faire le tour du continent africain entre eux-mêmes. Et donc j'aurais voulu que l'Afrique du Sud assouplisse ses mesures de visa pour les Africains d'abord, et que les pays frères autour puissent rentrer en Afrique du Sud. Cela favoriserait des échanges intra-africains. Cela favoriserait une circulation absolument nécessaire entre les pays d'Afrique, plutôt que de penser à un intérêt bassement égoïste, bassement personnel. Enfin, ils ont le droit d'y penser, et pourquoi pas, après tout, un État a des intérêts. Mais enfin, j'aurais aimé que l'intérêt de l'Afrique du Sud coïncide avec l'intérêt général du continent africain, qui, de mon point de vue, est d'abord dans une libre circulation des personnes et des biens. Tant que nous n'aurons pas compris dans les différentes régions de nos pays, nous l'avons compris depuis longtemps, mais tant que nous ne l'avons pas fait en sorte que les Africains entre eux puissent se déplacer librement, rapidement, et que cette barrière funeste des visas s'arrête. Et tout de suite, notre chiffre du jour, Maurice reste à la première place du Doing Business pour la zone Afrique. Le classement en 2016 vient d'être publié. Le rapport Doing Business mesure chaque année la qualité et l'évolution du climat des affaires à travers le monde. Maurice est suivi du Rwanda, du Botswana et de l'Afrique du Sud. Daouda, comment expliquer que le haut du classement de ce rapport Doing Business ne change quasiment jamais? Ça change quasiment jamais parce que les réformateurs avancent toujours dans les réformes, sont toujours en avance. Parce que le rapport Doing Business, finalement, c'est un peu ça, c'est tout ce qui est réforme pour faciliter les affaires. Est-ce que c'est facile de faire des affaires dans le pays avec un certain nombre de critères, la législation, l'accès à l'énergie, l'employabilité, la fiscalité, etc. Maintenant, au-delà du fait que c'est les mêmes pays qui reviennent, j'ai envie de dire, j'espère que le fait qu'ils reviennent chaque année, ça leur permet quand même de pouvoir en tirer des bénéfices pour répondre aux objectifs de développement pour leur population. Au-delà de ce classement, c'est ça que j'espère et c'est ce qui compte, à mon avis. J'ai mal. Alors, une première remarque sur ce classement, il n'y a pas de pays pétroliers. Il n'est quand même pas normal que les pays qui s'en sortent le mieux sur le continent africain soient ceux qui n'ont pas une goutte de pétrole. C'est une chose extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui sont le moins frappés par la crise sont souvent ceux qui n'ont pas de pétrole. C'est-à-dire que la manne pétrolière, à elle seule, ne peut absolument pas expliquer la richesse des pays. D'ailleurs, très souvent, elle ne l'explique pas. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont dans ce classement sont souvent des pays qui ont une épargne intérieure assez importante.
et qui financent leur développement et souvent leurs infrastructures sur l'épargne intérieure, ce qui n'est évidemment pas le cas des autres pays. C'est-à-dire que le recours à l'endettement n'est pas le fort de ces pays-là. La troisième chose qui, de mon point de vue, la plus importante, c'est que ces pays-là sont les seuls à avoir pratiquement réglé les problèmes de besoin d'électricité. Comme quoi, quand vous voulez faire des affaires dans un pays, vous ne pouvez pas le faire si la route devant vous est cassée, si l'électricité est coupée 4 fois par jour, si la connexion d'Internet n'est pas bonne. Or, ces pays-là ont mis l'accent sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en définitive, que quand on a une manne pétrolière importante, nous sommes capables de nous inspirer un tout petit peu de Maurice, du Rwanda, du Botswana, et de comprendre, en fin de compte, qu'on est capable avec peu de faire beaucoup. Et donc, c'est la chose, évidemment, la première qui m'a frappé. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré à l'élevage. Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Gemal, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde et partons pour ce retard absolument imprévu et pas du tout de mon fait. Vous êtes excusé, Daouda, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News.